Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc, effectivement, comme j'ai fait Saint-Cyr, j'ai fait Saumur, et par la suite, je me suis orienté vers la voie qu'on appelle renseignement en langue, ce qui m'a amené à être à 2 reprises en poste en Turquie. D'abord comme attaché de défense adjoint, puis comme attaché de défense. Et par la suite, quand j'ai quitté la carrière militaire, j'ai siégé dans une cour administrative d'appel qui s'appelle la Cour nationale du droit d'asile. Et à l'époque, pendant près de 10 ans, j'ai siégé, les Turcs représentaient le tiers des demandeurs d'asile en France. Donc j'étais amené à suivre les parcours de certains demandeurs d'asile. La Cour nationale du droit d'asile est donc une cour d'appel qui examine les recours des gens qui ont été déboutés par l'OFPRA du droit d'asile. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle est cette secrète harmonie de la programmation qui m'amène à venir devant vous le 10 novembre. Le 10 novembre, pour les Turcs, et j'ai vu qu'il y avait des gens à qui ça ne va pas être étranger dans l'assistance. Le 10 novembre, c'est l'anniversaire de la mort d'Atatürk. Ce matin, la Turquie a célébré le 78e anniversaire de la mort d'Atatürk, qui est donc mort en 1938. Je vais passer la première. Voilà. Atatürk est né à Salonique, dans l'actuelle Thessalonique, et il est mort au palais de Dolmabahçe, qui est ce palais au bord du Bosphore, à Istanbul, où ce matin, des enfants des écoles ont déployé une banderole avec le drapeau turc devant la façade. J'ai vu sur mon portable avant de venir que les étudiants d'Ankara aussi étaient allés au mausolée d'Atatürk ce matin et ont lâché 1881 ballons blancs et rouges, parce que 1881, c'est la date de naissance d'Atatürk, et blanc et rouge parce que ce sont les couleurs du drapeau turc. Voilà. Alors ma conférence ouvre la Turquie. En fait, en ouvrant le journal Le Monde en début de semaine, je vois le titre « Erdogan enterre la République d'Atatürk », sous-titre « Le chef d'État turc poursuit son rêve de présidence à poigne et se pose en défenseur de l'islam sunnite ». Voilà, ben c'est ma conférence. Voilà, si vous voulez qu'on passe aux questions. Non, je vous fais passer l'article, je plaisante. Donc, si vous voulez bien, on va d'abord voir, parmi les réformes d'Atatürk, celle qui est la plus remise en question par le pouvoir actuel. C'est la question de la laïcité. Nous verrons après le déroulement du coup d'État. Vous savez que quand la France était atterrée par les événements de Nice, quelques heures après, il y a eu un déclenchement d'un coup d'État qui a avorté en Turquie. Donc je vais en parler, on va en voir les conséquences. Et en troisième partie, nous verrons qui est le président Erdogan. Je rappelle qu'on dit Erdogan, le G ne se prononce pas. Donc c'est un G mouillé. Le président Recep, c'est son premier prénom. Recep, c'est son mois de naissance dans le calendrier ottoman. Tayyip, c'est son... Recep, le C se prononce DJ. Tayyip, c'est le nom de son grand-père. Et en fait, c'est son prénom d'usage. Quand on parle d'Erdogan, on dit Tayyip Bey. Voilà. Et Erdogan... Alors le G est un G mouillé, il porte un petit truc comme ça, ce qui fait que, évitez à l'avenir de dire le président Erdogan, dites, le président Erdogan, et on verra qu'on a affaire à des spécialistes. Voilà. Donc la troisième partie, nous verrons oui ? C'est la commémoration de sa mort. Chaque année, entre 9h05 et 9h07, la Turquie s'arrête. Les voitures s'arrêtent au milieu de la route.
le maçon sur son échafaudage s'arrête de travailler, le PDG dans son bureau se lève, les enfants des écoles font silence, et j'ai vu ce matin sur la presse turque que j'ai consultée sur mon portable que cette célébration dure malgré les coups de boutoir que Erdogan tente de lancer contre l'héritage d'Atatürk. Donc c'est une célébration de l'anniversaire de la mort. Il est considéré comme le père de la Turquie moderne, et à ce titre, donc on célèbre la mort. Les enfants des écoles ce matin, après 2 minutes de silence, ont entonné l'hymne turc dans toutes les écoles. Voilà. Donc je vous rappelle rapidement toutes ces réformes. Atatürk, c'est un militaire, il a fait campagne en Libye. Après, il a été aux Dardanelles et il a participé à ces opérations qui ont empêché en fait les Franco, Anglo, Australiens et Néo-Zélandais de déboucher aux Dardanelles après cette campagne infructueuse. Les Alliés ont dû rembarquer et ils sont allés débarquer plus loin à Thessalonique où ils sont remontés jusqu'à Belgrade et plus loin. Après cette campagne, donc au moment de la Première Guerre mondiale, il prend la tête de la rébellion de la Turquie contre le traité de Sèvres. Le traité de Sèvres a voulu dépecer l'Empire ottoman. Et donc le traité de Sèvres, qui n'a jamais été d'ailleurs signé, adopté, jamais entré en vigueur, voulait internationaliser les détroits turcs, voulait donner la région d'Izmir à la Grèce, donner la Cilicie à la France. Et en fait, les débris de l'armée ottomane conduits par Atatürk n'ont pas accepté ce dépeçage et ils ont jeté les Grecs à la mer et ils ont forcé la communauté internationale à signer de nouveaux accords. C'est le traité de Lausanne qui a défini les frontières actuelles de la Turquie. Donc, en général vainqueur, il prend la tête de l'Assemblée nationale qui était à Ankara et là commencent ses réformes. En 1922, il abolit le sultanat. Le dernier sultan, Mehmet VI, est renvoyé en Italie. Ensuite, le 29 novembre 1923, on a fêté cette année les 93 ans de cette proclamation. La République est proclamée à Ankara. Quelques mois après, Atatürk abolit le califat. Le dernier calife, qui était le cousin du sultan Mehmet VI, est renvoyé. Il part en France avec ses 4 femmes en France où il meurt, et il est aujourd'hui enterré à Médine. Sous l'impulsion d'Atatürk, les lois sur l'émancipation de la femme sont votées. En 1924, égalité des droits entre hommes et femmes. En 1924 aussi, abolition de la législation musulmane et la Turquie adopte le code civil suisse. Interdiction en 1925 du port du fez et du voile islamique. Interdiction des confréries religieuses. Suppression de l'alphabet arabe qui en fait n'était pas adapté à l'écriture de la langue ottomane. Donc Atatürk impulse cette réforme où on prend un alphabet latin un peu modifié, puisque le G mouillé, vous l'avez vu, n'est pas dans notre alphabet. L'alphabet latin étant, à son sens, mieux adapté à l'écriture du turc. L'islam cesse d'être une religion d'État en 1928. Les femmes obtiennent le droit de vote aux élections nationales et le droit d'éligibilité en 1934, c'est-à-dire 12 ans avant la France, avant les femmes françaises. Et parmi donc toutes ces réformes, celle qui aujourd'hui est la plus menacée par le pouvoir actuel, c'est
la place de la religion dans le pays. Donc là, vous voyez le dernier sultan, dernier calife, pardon. C'était le 101e et dernier calife. Alors, le calife, en fait, dans l'histoire, dans l'histoire de l'islam, c'était le commandeur des croyants. Et le sultan était celui qui le protégeait. Et à l'époque du sultanat abbasside, ce sont des Seldjoukides, un Seldjoukide qui a apporté sa protection au calife. Et depuis le début donc, du sultanat califat, il y a eu ce couple entre un calife qui était en général un arabe, si possible de la tribu de Mahomet, et le protecteur, le sultan, qui était turc. Donc, le dernier calife quitte la Turquie. Je vous l'ai dit, il meurt à Paris. Et à la place, Atatürk met en place un système qu'on appelle la direction des affaires religieuses, la Diyanet. Il y a une faute, c'est la Dinayet, en conformité avec le principe de laïcité de la Constitution. Alors, contrairement à ce qui se passe dans la laïcité française, où la République française ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, en Turquie, cette direction des affaires religieuses s'occupe des activités liées à l'islam sunnite, gère les lieux de culte et salarie les imams. Atatürk, en fait, a voulu mettre l'islam sous le contrôle de l'État. Il a supprimé l'impôt religieux qui était perçu par l'Empire ottoman, et c'est la raison pour laquelle il s'est dit il faut un système pour rétribuer les ministres du culte, et donc il a décidé que la direction des affaires religieuses allait prendre en charge donc, le salaire des ministres du culte. Cette direction des affaires religieuses ne s'occupe en fait que de l'islam sunnite. Il y a, en Turquie, il y a entre 20 et 25% de la population qui est d'un rite proche du chiisme, les Alévis. Les Alévis, eux, donc cette partie de la population qui est importante, donc on va dire entre un cinquième et un quart de la population, elle paye ses impôts, donc participe au financement des imams sunnites, mais pour le financement de son propre culte, doit se débrouiller tout seul. Alors la direction des affaires religieuses voit son rôle renforcé après les deux coups d'État, le coup d'État de 60 et le coup d'État de 80. De façon plus importante, en 80, après donc le coup d'État du général Evren, les militaires qui avaient dû arrêter une sorte de guerre civile interne. Moi, j'étais en Turquie à l'époque, il y avait 40 morts par jour, on l'a oublié. Donc le président Evren et les militaires qui ont fait ce coup d'État ont eu le sentiment que la défense de l'islam comme l'une des racines essentielles de la culture turque était de nature à prémunir la population, enfin les Turcs, contre les dérives marxistes et autres idéologies. Donc en 80, la direction des affaires religieuses a des compétences étendues à l'étranger. Aujourd'hui, dans tous les consulats de Turquie, vous avez un attaché des affaires religieuses, qui est un salarié de la direction des affaires religieuses, et qui s'occupe donc des affaires liées au culte.
vous voyez que la conception donc, de la laïcité entre la France et la Turquie ne recouvre absolument pas les mêmes notions. Il y a aujourd'hui, à la suite des accords qui ont été passés entre la France et la Turquie, il y a 150 imams qui servent, imams turcs, donc des fonctionnaires, qui viennent avec un passeport de service, donc ils sont des fonctionnaires qui bénéficient de la protection diplomatique et qui, normalement, sont détachés au seul bénéfice de la communauté turque. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, le président Erdogan renforce le poids de la direction des affaires religieuses. En 15 ans, donc entre le moment où il arrive au pouvoir et maintenant, le budget de la direction des affaires religieuses, qui relève du Premier ministre, a été multiplié par 11. Aujourd'hui, il s'établit à près de 2 milliards d'euros, 1,9 milliard d'euros. Ça représente 1,5 fois le budget du ministère de l'Intérieur turc, 2,5 fois le budget du ministère des Affaires culturelles turc, et 3 fois le budget du ministère des Affaires étrangères. Et cette direction des affaires religieuses envoie chaque semaine aux 75 000 mosquées et aux 100 000 imams le texte du prêche idéal qui doit être prononcé lors de la prière du vendredi. Et donc le directeur des affaires religieuses, que je vous présente, M. Mehmet Görmez, qui a donc rang de ministre, est à la tête de cette administration, parce qu'on peut appeler ça administration. On peut qualifier l'islam sunnite turc d'islam d'État, religion d'État. Et le directeur des affaires religieuses, M. Mehmet Görmez, est cité dans l'article que je vous fais passer, parce que il y a 15 jours, au moment de l'anniversaire de la République, c'était le 29 octobre dernier, le jour de la fête nationale turque, les cérémonies, contrairement à l'habitude, c'est une première en Turquie, les cérémonies ont commencé au palais présidentiel, ce palais dont vous avez peut-être entendu parler, ce palais de 1200 pièces, qui est sur une des collines d'Ankara. Donc la célébration de la République a commencé par une cérémonie religieuse dirigée par Mehmet Görmez, où on a eu lecture du Coran et suivi de chants religieux. Donc c'est une première, c'est une évolution qu'il faut signaler. Autre fait lié à la religion et à l'État, la religion est marquée et portée sur les cartes d'identité. Alors, c'était vrai jusqu'à il y a 3 ans. Maintenant, il est possible de demander, lorsqu'on enregistre son enfant, de demander à ce que la religion ne soit pas portée. Moi, j'ai un exemple proche, une amie turque qui a eu un garçon qui va au consulat général de Turquie à Paris et qui déclare son enfant et qui dit « Je voudrais que la case religion reste vide ». À ce moment-là, on appelle le fonctionnaire dont je vous ai parlé, de la direction des affaires religieuses en poste au consulat général de Turquie à Paris, qui dit « Mais ma sœur, tu es turque, donc tu es musulmane, ton fils est donc musulman, donc on va inscrire musulman dans la case ». La fille a refusé. Et ça s'est mal passé, finalement, elle a obtenu gain de cause, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes qui mettent du temps à se réaliser. En partant, le fonctionnaire de la direction des affaires religieuses lui a dit « Ma sœur, quand même, tu n'oublies pas la circoncision, hein, parce que quand ton fils fera son service militaire, ce sera la honte pour lui si jamais il n'est pas circoncis. » Voilà donc une évolution. Dorénavant, quand on vous parlera de laïcité, de Turquie, pays laïque, vous saurez quoi mettre derrière cette notion. Je vous montre une photo. Hein.
Là, vous reconnaissez le président Erdogan, sa femme Emine, devant, et notre ami Mehmet Görmez. Alors ça se passe le 6 juin dernier. Ça se passe aux États-Unis, à Louisville. Vous avez tous entendu parler du boxeur Cassius Clay. Cassius Clay s'est converti à l'islam. Et donc, le président Erdogan, qui estime qu'il a un rôle de tuteur de l'islam sunnite, se déplace avec son directeur des affaires religieuses. Il avait pris au musée de Topkapı quelque chose qui venait une couverture qui venait de la Mecque, et il a expliqué à la famille de Cassius Clay, Mohamed Ali, qu'il fallait que cette couverture soit mise sur le cercueil, et que lui, président turc, il allait dire la prière des morts. La famille n'a pas voulu, ça s'est très mal passé, et Erdogan a dû prendre l'avion avant même la fin de la cérémonie pour entrer en Turquie, non sans qu'il y ait un accrochage entre son service de sécurité et le service de sécurité local. On en a assez peu parlé dans la presse turque. En revanche, les militaires turcs ont très mal pris la chose parce qu'au même moment, il y avait des obsèques nationales de militaires qui étaient tombés dans une embuscade du PKK. Et donc les militaires n'ont pas compris que Erdogan préfère faire ce voyage hypothétique aux États-Unis plutôt que d'assister à ces cérémonies nationales pour cette grosse embuscade qui avait fait un grand nombre de morts dans l'est de la Turquie. La direction des affaires religieuses a joué un rôle important, et ça va être la transition vers le thème suivant. Il faut que j'aille vite. Pour le coup d'État, parce que la direction des affaires religieuses a mobilisé tous ces imams pour participer à la mobilisation populaire qui s'est opposée au coup d'État. Alors je vais arrêter ça. 15 juillet dernier, un coup d'État, l'État turc accuse la confrérie guleniste, qui est une sorte d'Opus Dei, dont le leader, Fethullah Gülen, est en ce moment réfugié aux États-Unis. Des responsables militaires qui sentaient venir leur limogeage. À la fin du mois de juillet, il devait y avoir un haut conseil de la fonction militaire et qui devait virer un certain nombre de militaires dont le pouvoir voulait se débarrasser. Et parmi les putschistes, il y avait aussi un certain nombre de militaires kémalistes qui s'opposaient à la dérive autoritaire. Un coup d'État qui a été très mal préparé, qui s'est déroulé dans la hâte. Ça a commencé par l'arrestation du chef d'état-major, par son aide de camp, chef d'état-major qui était dans son bureau. En fait, le coup d'État avait été déjoué, et donc les putschistes ont précipité le déclenchement. Et le début du coup d'État, ça a été l'arrestation du chef d'état-major dans son bureau. C'est le début de soirée, il y a encore plein de monde dans la rue. Les chars prennent position sur 2 des 3 ponts qui passent le Bosphore. Les chars se mettent autour de l'aéroport d'Istanbul, où il y a 40 millions de passagers par an. Et donc la foule ne comprend pas ce qui se passe, et il y a des badauds qui arrivent. Et assez rapidement, les F-16 des mutins se mettent à bombarder, ça c'est l'Assemblée nationale. Les F-16 ont bombardé le palais présidentiel, ils ont bombardé un certain nombre de cibles, les terminaux satellitaires. Et à 1h du matin, une journaliste de CNN turque tend son portable à Erdogan, qui était en vacances dans le sud de la Turquie, qui était à Marmaris, et grâce à ce portable, qui passe en direct sur CNN turc, qui est une chaîne très regardée en Turquie, c'est une filiale de la CNN américaine, et là, je vais dire Atatürk, Erdogan rassemble ses partisans
et les incite à aller s'opposer au coup de force. Alors là, on voit, je ne sais pas si c'est très, très net, on voit des militaires qui montent sur les chars, qui essayent d'extirper les pilotes de leur emplacement, le chef de char de leur tourelle, pour appeler les civils à se rendre. Au lever du jour, échec du coup d'État, les militaires penauds se rendent. Là, ici, on a deux chars Léopard 2. Là, c'est la fine fleur de l'armée turque, qui était disposée sur le deuxième pont d'Istanbul. Donc, reddition. Ici, on voit les pilotes félons qui ont participé au bombardement de cibles gouvernementales. Là, on voit, c'est le commandement de la gendarmerie. La gendarmerie et l'armée de l'air ont été parmi les éléments moteurs dans ce coup d'État. On voit les forces spéciales de la police venir désarmer des militaires félons. Là, au premier rang, l'âme du coup d'État, le général Öztürk, qui est l'ancien patron de l'armée de l'air. Vous voyez les visages tuméfiés. Là, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de cas de lynchage. Cela dit, il y a eu aussi des excès sans nombre de la part des militaires putschistes. En particulier, sur le pont, les militaires demandaient un appui aérien pour casser les civils qui étaient en face. Donc il y a eu des militaires qui ont été jetés du pont du Bosphore, il y a 100 mètres de vide au-dessus de l'eau, par représailles. Les pertes, ça c'est les chiffres donnés par l'agence Anatolie quelques jours après le coup d'État. Donc du côté putschiste, il y a eu 24 militaires et il y a eu donc 254 morts. Et tout de suite, on commence à arrêter du monde, des militaires, des policiers, des juges et procureurs. Ici, on voit ce qu'on appelle le cimetière des traîtres. Les familles de militaires putschistes qui ont été tués ont été rendues à leurs familles. Ils ont eu interdiction de procéder aux services religieux. Donc ils ont été enterrés dans des fosses communes. Et enfin, l'une des représailles, les unités qui ont participé au coup d'État ont été chassées d'Istanbul et ils ont été envoyés sur la frontière de la Syrie. Alors ça se passe pas seulement à Istanbul, ça se passe à Ankara, où pratiquement toutes les unités qui étaient en Ankara ont dû quitter la capitale. Et même l'état-major va être déménagé dans une sorte de Patagone à la turque qui sera en dehors. Le pouvoir civil veut retirer les militaires des grandes villes turques en représailles. Et ça, enfin, c'est le grand meeting de soutien au président Erdogan. J'ai vu des photos par satellite, c'est impressionnant parce qu'on voit une marée rouge vue du satellite. On dit qu'il y a eu 3 millions de personnes. La presse d'opposition, on se demande comment on peut mettre 3 millions de personnes à Yenikapı, enfin peu importe, il y a eu beaucoup de monde. Et à la fin, donc, les effectifs des forces armées, par l'état d'urgence a été proclamé, le pouvoir agit par décret à loi, il y a des décrets à loi qui ont été pris, qui ont déplacé la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, comme la garde-côte, qui ont fermé un certain nombre d'écoles militaires. J'ai vu dans la presse turque il n'y a pas longtemps qu'on recommençait. Les élèves qui ont terminé l'école de guerre l'année dernière ont été virés de l'armée, parce qu'on n'était pas sûr de leur fiabilité. Donc il y a eu une interruption. Et là, on commence simplement à sélectionner ceux qui vont rentrer au Saint-Cyr local, à l'école de guerre qui est à Ankara. Les hôpitaux militaires sont passés au ministère de la Santé, les arsenaux au ministère de l'Industrie, les écoles militaires préparatoires, qui étaient importantes, qui avaient un rôle social important, sont passés au ministère de l'Éducation nationale.
Donc, qui est le président Erdogan? Erdogan est né en 1954 à Kazim Pacha. Kazim Pacha, c'est un quartier défavorisé sur les bords de la Corne d'Or. Son père commandait un bateau qui faisait du capotage. Il commence ses études dans une école qu'on appelle l'école de imams et de prêcheurs, qui sont des sortes de petits séminaires qui ne destinent pas forcément à la carrière d'imam, mais qui sont des établissements qui sont recherchés par les familles pieuses. Très rapidement, Erdogan remplace l'imam à la mosquée et il dirige, en particulier lors des offices funéraires, il dirige la prière des morts. Il était à un moment attiré par la carrière de footballeur professionnel. Son père n'en a pas voulu entendre parler. Donc il a fait des vagues études. Et apparemment, il est aujourd'hui président de la République. Pour être président de la République, il faut être diplômé de l'université. Et beaucoup de gens en Turquie le soupçonnent d'avoir un peu trafiqué ses diplômes, considèrent qu'il n'est pas diplômé de l'université. En 1974, il a 20 ans, il écrit une pièce de théâtre qu'il appelle Mascomia. En fait, c'est un mélange de franc-maçon, comme pour communiste, et Ya pour Yaoudi. C'était pour lui les trois ennemis de la nation turque, les francs-maçons parce qu'ils étaient laïcs, les communistes et les juifs. C'était, si vous voulez, le résumé des périls qui, selon lui, menaçaient la Turquie. Il milite dans un parti, le parti de Erbakan, qui était un leader islamiste auparavant. Et après une campagne bien préparée, à 40 ans, il devient le maire d'Istanbul. Vous le savez, c'est une mégapole de 12 millions d'habitants. Et là, il est couronné de succès. Il arrive à assainir cette ville, qui était connue pour la forte corruption qui existait dans les milieux de l'État. Il a réussi à la nettoyer et il a mis en place des infrastructures. Il a été un maire extrêmement efficace et c'est ce qui a contribué à sa réputation. On notera simplement qu'en 1996, il commence à interdire l'alcool dans tous les débits de boissons qui relèvent de la municipalité, que ce soit les réfectoires et autres. En 1998, il est condamné à 10 ans de prison, à 10 mois de prison, pour avoir cité un poète nationaliste qui disait « Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques, et les mosquées seront nos casernes, les croyants, nos soldats. » Donc il fait 10 mois de prison, qui vit très mal. En sortant de prison, il décide de changer de tactique, de ne plus faire de provocation. Et donc il crée ce nouveau parti, l'AKP, l'AKP qui veut dire Parti de la justice et du développement. Ce parti sort très largement vainqueur des élections de 2002, avec 326 députés sur 550. Il est à quelques voix près de la majorité qui lui aurait permis d'amender la Constitution, ce qu'il veut toujours faire aujourd'hui. Alors là, on va passer aux diapositives suivantes. Je vais vous montrer les cinq étapes de la dérive autoritaire du président Erdogan. Donc, la première période, 2003-2007, c'est la divine surprise. On voit ce parti, l'AKP, que l'Europe considère, après tout, on a bien des chrétiens démocrates chez moi, pourquoi il n'y aurait pas en Turquie de parti islamo-démocrate. Moi, j'ai pu voir à quel point l'AKP avait suscité des espoirs dans des pays comme la Tunisie, comme l'Égypte, comme l'Algérie, où les partis islamiques ont pris comme modèle cette formation politique.
il mène un certain nombre de réformes. Il y a par exemple la suppression de la peine de mort. Il pense à l'entrée dans l'Europe et il s'attache à modifier la réglementation, les lois turques pour les rendre compatibles avec les standards de l'Union européenne. En 87, en 2007, commence sa dérive autoritaire. Il est confronté au problème kurde, et là, il prend les premières mesures répressives. C'est à cette période-là que les premiers journalistes sont emprisonnés. Et en 2008, il fait autoriser à nouveau le port du voile dans les universités turques, qui était interdite depuis les décisions des Atatürk. Ensuite, les conflits du Proche-Orient révèlent la face sombre de Recep Tayyip Erdogan. Le coup d'État en Égypte, pour lui, c'est une défaite parce que lui était partisan de Morsi, il était partisan des frères musulmans, et le coup d'État l'amène à rompre ses liens avec l'Égypte. Et lui s'engage de façon très importante aux côtés des insurgés contre Bachar el-Assad. Là, il s'enlise dans le bourbier syrien. Et c'est là que commence aussi son dérapage autoritaire. Ensuite, la période de la contestation. En 2013, il y a cette révolte populaire dont vous avez entendu parler, celle du parc Gezi, qui se transforme assez rapidement en plateforme d'opposition multiforme. On voyait de tout, on voyait des gens extrêmement occidentalisés, avec des femmes voilées qui protestaient contre la dérive autoritaire du président Erdogan. C'est l'époque aussi où il se fâche avec cette confrérie qu'il considère comme étant l'âme du complot, la confrérie de Gülen. Gülen l'avait aidé à avoir la majorité, l'avait aidé au moment de l'élection du président de la République. Le président Gül a pu bénéficier de l'appui de la confrérie Gülen. Et 2014-2015, il fait voter de nouvelles lois autorisant le port de signes religieux par des fonctionnaires. C'est depuis ce temps-là que vous voyez Istanbul, des femmes policiers avec le voile. Ça date de ces lois. Et enfin, la dernière étape, c'est le coup d'État. Il considère que ce coup d'État est un don de Dieu, parce que ça lui permet d'accentuer sa dérive autoritaire. Il a fait vider les prisons des condamnés de droit commun. Aujourd'hui, il y a 37 000 personnes qui sont gardées à vue ou inculpées à la suite du coup d'État, des opposants de tous ordres. Il y a 110 000 personnes qui ont été mises à pied, dont pratiquement tous les instituteurs d'origine kurde dans le sud-est qui ont été remplacés, qui ont été mis à pied, de façon autoritaire. Vous le savez, les parlementaires du troisième groupe qui siège à l'Assemblée nationale, le HDP, le Parti démocratique des peuples, et non pas du peuple, on dit souvent que c'est un parti kurde, son vrai nom est Parti démocratique des peuples, il n'y a pas que des Kurdes qui ont voté pour ce parti. Les 53 parlementaires ont vu leur immunité parlementaire levée, et 10 d'entre eux ont été arrêtés il y a une dizaine de jours. On a aujourd'hui 130 journalistes incarcérés, 154 médias qui ont été fermés, dont ce journal que j'aimais trouver au kiosque. Au kiosque de la gare de Vannes, vous trouvez toute la presse turque depuis l'extrême gauche et l'extrême droite. A disparu ce journal Zaman, qui avait une extension Zaman France, qui était bien fait, mais qui était proche de la confrérie Gülen. Et devant des menaces
d'une certaine partie de la communauté turque de France, ce journal a mis les clés sous la porte. Il y a 900 journalistes qui ont été démis de leurs fonctions et 105 000 sites internet qui ont été fermés. Donc vous le voyez, on est dans une démarche autoritaire. Je vais conclure de façon à ce que vous puissiez éventuellement poser des questions. En fait, Erdogan, il a une assise électorale qui est indiscutée. Depuis 2002, il est capable de faire venir, sur un claquement de doigts, des millions de personnes dans les rues. Et en fait, son succès électoral n'est pas très éloigné du succès de Donald Trump hier. En fait, il s'appuie sur une réaction de revanche sociale d'une classe moyenne, d'artisans, de commerçants, de ruraux, de petits fonctionnaires, de nostalgiques de l'Empire ottoman, qui ne retiennent qu'une image idéalisée de cet empire. Donc son électorat adhère à des valeurs conservatrices, petites bourgeoises, étriquées, largement partagées dans le quartier où il est né, un quartier d'Istanbul, mais propre à une bonne partie de l'Anatolie. Cet électorat est largement majoritaire dans le pays. Il aspire à un ordre immuable et rassurant, qui est dicté par la tradition et réglementé par la religion musulmane. Cet électorat est volontiers nationaliste, xénophobe, et il rejette surtout cette élite occidentale dont vous trouvez peut-être la description si vous lisez les ouvrages d'Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature en 2006. Donc c'est cette élite occidentale, occidentalisée, qui est quelquefois arrogante, qui a souvent été mauvaise gestionnaire dans le passé. Et lorsque le président Erdogan dit « Quand je défie le monde entier, je sais que la Turquie entière est derrière moi », en fait, ce slogan fait enflammer son électorat et ce qu'on voit à chacune de ses prises de parole en public. Voilà, je vais terminer là, si vous voulez. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.